Bonjour à toutes et à tous, place au second tour des élections municipales 2020, place à l'interview politique avec La Voix du Nord et votre chaîne régionale WEO. Vous le savez, 3 candidats sont en lice pour briguer le beffroi de Lille. Notre invitée, Martine Aubry, maire sortante et candidate pour le Parti Socialiste. Martine Aubry, bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue également à Stéphanie Fasquelle. Je rappelle que vous êtes la chef de la rédaction locale de Lille pour La Voix du Nord. Nous allons aborder avec vous, Martine Aubry, 4 thèmes et commençons tout de suite par, vous le savez, cette crise sanitaire qui s'est invitée dans la campagne et bien entendu dans ces élections. Oui, cette crise sanitaire, Martine Aubry, vous le savez, ce premier tour le 15 mars, le début du confinement le 17 mars, 2 jours seulement après. Rappelons les résultats, vous avez obtenu 29,8% des voix, vous arrivez en tête, mais Stéphanie Fasquelle, il faut le rappeler, un fort taux d'abstention. Oui, c'est effectivement ce qu'on a retenu et ce qui a un petit peu assommé tous les candidats, c'est ce taux d'abstention de presque 68%. Comment l'avez-vous analysé? Est-ce que c'était la seule peur du Covid ? Ah oui, et c'est même la seule peur de cette élection. Je l'ai dit d'ailleurs dès le 15 mars. C'est vrai, comme vous l'avez rappelé, annoncer la veille que les cafés, bars, que les écoles sont fermées le lundi, qu'on est confiné le mardi et dire allez voter. Voilà. Le problème, c'est que ça dure. C'est-à-dire que notamment les quartiers populaires, les personnes âgées fragiles, ont peur d'aller voter, y compris pour ce second tour. Et c'est ça la grande inquiétude de cette crise sanitaire, c'est l'abstention. On peut comprendre les craintes des gens le 15. Là, très franchement, tout est pris, toutes les précautions pour que tout se passe bien dans les bureaux de vote. Mais les gens sont à nouveau inquiets, affolés. Et puis, il y a des personnes qui ont du mal à se déplacer. J'espère que les procurations vont enfin pouvoir s'installer, puisque la loi n'a été votée que jeudi et les décrets arrivaient hier soir. Oui, donc, tout à fait. C'est vrai que c'était une période complètement inédite. Chacun a mis sa campagne entre parenthèses. Mais les maires en exercice... Oui, en tout cas, nous, oui. Les maires en exercice, en tout cas, eux, n'ont pas pu se confiner complètement. Si, moi, j'ai été vraiment confinée, mais travailler à partir de chez moi. En tout cas, pendant toute la période du confinement, je ne suis pas sortie. Mais en revanche, c'était un travail de 18 heures sur 24 avec les élus de mon groupe qui étaient autour de moi et qui travaillaient. Ça a été très, très, très lourd, c'est vrai. D'abord, s'occuper des seniors, ça a été notre première priorité. Les personnes à domicile, isolés, porter des repas, téléphoner, leur rendre visite. La solitude, il n'y a rien de tel avec le confinement. Les EHPAD. Et puis prendre des mesures aussi pour les commerçants. Voilà, prendre les mesures, déjà pendant le confinement. Après, évidemment, la suite, c'était que les poubelles soient ramassées, que les espaces verts soient entretenus, que la police municipale soit là, que les aides d'urgence soient apportées. Les paniers alimentaires pour les familles, 3500 familles qui payent moins d'1 euro à la cantine. Et puis, comme vous le dites, préparer le déconfinement. Et préparer le déconfinement, ça a été préparer un protocole que l'on a fait uniquement par visioconférence avec les présidents des commerçants, un protocole sanitaire, leur donner un kit pour qu'ils se rassurent aussi, que les clients soient rassurés, une campagne pour rassurer tout le monde, préparer la mobilité. Dès le début avril, j'ai saisi le président de la MEL pour lui proposer ces 15 km de voies cyclables qui sont quasiment toutes réalisées, pas toutes, mais presque, qui sont le début de ces réseaux Express Vélo que nous voulons faire en tout état de cause dans notre programme et qui là sont déjà en place pour que le déconfinement ne rime pas avec l'arrivée massive des voitures, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas, puisque la reprise est quand même extrêmement progressive. Martine Aubry, justement, dans cette préparation du déconfinement, pour l'ouverture des écoles, comment ça s'est passé? Vous étiez plutôt dubitative à ouvrir les écoles par rapport à la demande du gouvernement. Je n'étais pas dubitative, mais je voulais que les conditions soient un maximum de sécurité sanitaire. Donc j'ai demandé à l'Éducation nationale. Je rappelle que c'est l'Éducation nationale qui choisit les niveaux. Donc les élémentaires, puis la grande section de maternelle. J'ai demandé que nous ne soyons pas plus de 10, que les enfants ne soient pas plus de 10 dans des écoles. Nous avons évidemment tout désinfecté, organisé les choses. Par exemple, pour que chaque enfant ait une petite table à côté de lui avec toutes ses affaires jusqu'à la fin de l'école. Personne n'y touche. Il se lave les mains 8 fois par jour. Il a fallu former les ATSEM pour que... On a mis comme des petits jeux de piste partout pour que les enfants aient envie aussi que ça ne soit pas l'angoisse pour arriver à l'école. Les choses se passent bien et moi aujourd'hui, maintenant depuis 15 jours, je demande à l'Éducation nationale de faire en sorte que tous les parents
et pas seulement les soignants, et pas seulement les enfants qui ont décroché, et pas seulement les parents qui travaillent, tous les enfants qui veulent que leurs enfants, tous les parents qui veulent que leurs enfants aillent à l'école puissent le faire. Nous avons poussé les murs. Hein. Dans certaines écoles, où il y a eu beaucoup depuis le 2 juin, où les parents allaient retravailler, il fallait absolument trouver une solution pour leurs enfants. On l'a fait dans les crèches, on l'a fait avec l'éducation nationale, dans les écoles. Et dès que nous avons eu un soupçon de Covid, on l'a eu pour des ATSEM, pour des puéricultrices ou pour des enseignants, on doit absolument fermer l'école et tester effectivement les enfants si nécessaire, quand c'est nécessaire. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu, sauf à l'école La Canale, là, mais on attend des résultats puisque les tests ont eu lieu hier, nous n'avons pas eu d'enfants qui aient été touchés par le Covid. Et très franchement, je suis heureuse qu'on ait travaillé main dans la main avec les enseignants. C'était pas facile, ils étaient inquiets. Ils sont aujourd'hui totalement rassurés. Et il faut qu'on continue ce dernière ouverture pour lundi, en sachant que les conditions sanitaires que nous donne le gouvernement ne sont pas encore très claires, puisqu'on nous dit on arrête les 4 mètres carrés, mais on nous dit quand même 1 mètre devant, 1 mètre derrière, 1 mètre sur le côté. Donc pour moi, ça fait 4 mètres carrés et on va continuer à respecter ces normes. Martine Aubry, on vient donc de parler des écoles post-confinement. Justement, il est temps d'aborder ce deuxième thème. Il est important, c'est Lille et la reprise économique. Oui. Effectivement, après la crise sanitaire que nous avons vécue, que nous vivons encore, c'est une crise économique et de l'emploi auquel il va falloir faire face. Stéphanie, c'est vraiment un défi important. Effectivement, les commerçants, artisans, petites entreprises sortent un peu groggy là, de cette période. Quel point de votre programme devient plus urgent que tout ? D'abord dire que je suis la seule à avoir défendu dans mon programme que Lille devait rester en mouvement. Je ne crois pas, comme certains, qu'il faut de la décroissance, que les commerçants... Oui, il faut changer le mode de consommation, mais il ne faut pas... le commerce et l'artisanat, c'est la vie dans les quartiers. Nous avons des pôles d'excellence que j'ai d'ailleurs mis en place quand je suis arrivée en 95. Euratechnologie, Eurasanté, les textiles techniques et innovants, le pôle de l'Équin, par exemple, sur les déchets et l'économie circulaire. Le nouveau que je propose, l'Euraclimat, qui est un lieu qui sera un lieu de recherche, mais aussi d'incubation, d'expérimentation sur le climat, un peu les Euratechnologie sur le climat. Il faut continuer nos grands pôles, mais il faut, comme vous le dites, être aux côtés de toutes les entreprises pour effectivement leur permettre de reprendre. Vous avez dit, pour les commerçants, on fait tout pour les aider. Un fonds de soutien municipal, c'était pas imaginable. Le fonds de soutien, je l'ai discuté avec Damien Castelin, car c'est lui qui a cette possibilité. Nous, les seules possibilités que nous avions réellement pour aider les commerçants et les artisans, c'était de supprimer le droit à terrasse, de supprimer le droit au marché, ce que nous avons fait pour toute l'année, et pas seulement sur la période confinée. Et puis, comme vous le savez, nous avons installé les terrasses pour les restaurateurs, nous avons accompagné les commerçants. Mais je crois que pour demain, il faut développer... Moi, je suis pour une relance économique qui nous fait passer cette récession à l'arrière. Et dans notre programme, et c'est pour ça que j'ai demandé que le gouvernement aide les collectivités locales pour faire un grand programme de transition écologique. Alors, on me dit, vous êtes devenu écolo. Non, je ne suis pas devenu. Déjà, j'avais proposé ça à François Hollande dans le programme du Parti socialiste. Un grand programme de transition écologique où on fait de la réhabilitation de logements pour faire des logements bas carbone, où on construit des parcs et des jardins, et nous on fait 90 hectares de parcs et de jardins avec une ceinture tout autour de l'île, des rues comme la rue de Solferino ou la place du Maréchal Leclerc complètement végétalisées, bien évidemment de l'agriculture urbaine qui se développe très bien à Lille, et on a des très gros projets sur Fifcaille, à Faubourg de Béthune, quartier à santé positive, pour ne prendre que ces exemples-là, et bien sûr la mobilité. Donc pour cela, c'est la mobilité, c'est le tram. Excusez-moi, nous y reviendrons sur la mobilité, c'est le troisième thème que nous allons aborder. Non, mais vous nous devancez, c'est très bien. Mais important également, il y a un sondage qui nous dit que les jeunes sont particulièrement inquiets, notamment pour la rentrée en termes d'emploi. Voilà. L'emploi des jeunes, en tant qu'élu, c'est une priorité, et comment vous pouvez agir ? Voilà, alors là je prépare déjà, pour tout vous dire, le programme de la rentrée, parce que je suis extrêmement inquiète de la crise qui est là. La récession économique, déjà le chômage a augmenté de 20% en avril, on va voir le mois de mai, et je pense que les jeunes vont être les premiers. Ceux qui vont qui avaient des emplois précaires et qui ressortent, et ceux qui sortent d'un diplôme, aussi bien universitaire que d'apprenti, et qui ne vont pas trouver de boulot. Donc là, l'idée déjà, et j'y travaille avec un certain nombre de chefs d'entreprise, c'est de pouvoir effectivement être en lien avec ces jeunes, comme nous le sommes sur les circuits courts. Vous savez qu'on avait monté avec Pierre de Saint-Ignon, faire rencontrer des patrons d'entreprise et directement des jeunes des quartiers dans leur quartier. Il y a eu 3000 emplois
sûrs, c'est-à-dire pas des emplois précaires, qui ont été réalisés pendant ce mandat. On va continuer sur 3 000. La garantie jeune, qui est un processus d'État qui a permis à 5 000 jeunes d'avoir une allocation pendant qu'ils vont vers l'emploi. Nous en proposons encore 5 000 cette fois-ci. Les services civiques, je le dis parce qu'il faut que tous ces dispositifs continuent. Nous avons été la ville qui a eu le plus de services civiques, 1800. Nous voulons en faire plus encore cette fois-ci. Et puis, aider avec les entreprises. C'est pour ça qu'il faut que les entreprises puissent continuer à avoir du chômage partiel et puissent transférer les contrats des salariés quand elles sont vraiment en difficulté structurelle vers un contrat que j'appelle de transition ou d'avenir pour se former au nouveau métier, pour ne pas rompre le contrat de travail et se retrouver avec une masse de chômeurs. Donc le programme jeune, je pense que nous pouvons arriver à le développer. Ce serait formidable que l'État nous aide dans ce grand programme de transition écologique. Je rappelle que Roosevelt a fait le New Deal en créant 2 millions d'emplois jeunes à l'époque. C'était en 1929, vous voyez, il n'y avait pas encore Europe Écologie Les Verts, mais lui, il l'avait compris. New Deal écologique et social. Et c'est eux qui ont construit les grands parcs. C'est eux qui ont fait la végétalisation, qui ont construit les routes aux États-Unis. Eh bien, on a besoin que les jeunes soient, et ils y sont très favorables, soient les porteurs, effectivement, de cette transition écologique. Il faut que l'État nous aide sur le plan financier. Martine Aubry, on parle beaucoup souvent, ou trop souvent, du centre de l'île. Il y a d'autres quartiers qu'il faut développer. Et il y a un grand projet qui sort de terre, qui prend un peu de retard, c'est l'Illenium. Oui, l'Illenium, un centre commercial très attendu en termes d'emploi et qui est encore en retard. Il n'y a plus de date possible. J'ai vu ça dans votre quotidien d'ailleurs, car nous n'avons pas beaucoup de nouvelles. Rappelons-le, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'il est situé dans le quartier populaire de l'île Sud. Voilà. Important aussi de resituer un petit peu ce projet. Et donc, avec tous ces emplois à la clé, est-ce que cette ouverture différée, est-ce que ça vous agace? Est-ce que vous le déplorez? Est-ce que vous vous dites que ça ne va pas nous aider davantage? Non, écoutez, de toute façon, l'Illenium va ouvrir. C'est quand même un très beau projet. Je sais que beaucoup sont contre les centres commerciaux. Moi, je suis contre les centres commerciaux de périphérie. Je sais qu'aujourd'hui, les habitants de l'île Sud, qui n'ont pas de supermarché, vous voulez acheter de la farine et du sucre à l'île Sud, il n'y a pas de super ou d'hypermarché. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur voiture. Ils vont à Wattignies, ils vont à V2 et ils vont dans le sud de la métropole. Moi, je souhaite que tous les habitants puissent avoir proche d'eux une grande surface avec des produits locaux, des produits bio et pas trop chers. Et c'est ce que ça va être. En plus, vous le savez, à l'Illenium, c'est un très beau projet sur le plan architectural, avec des arbres à l'intérieur, une promenade. Et puis, il y a la Cité des Enfants que la Cité des Sciences de la Villette vient implanter. Et je comprends qu'on soit contre les centres commerciaux. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser plus de 20 000 personnes sans possibilité d'aller près de chez eux, sans prendre leur voiture, parce que c'est ça l'étalement. 20 000 personnes, c'est le nombre d'habitants à l'île Sud, c'est le plus gros quartier. Voilà, c'est le plus gros quartier aujourd'hui. Martine Aubry, justement, vous parlez de l'Illenium, vous préparez aussi de parking. Bien justement, on va parler de ce troisième thème qui est également important, les transports, avec bien entendu la mobilité et l'environnement. Troisième thème, donc aborder les transports, et on va commencer, Stéphanie, par la mobilité, c'est important. Oui, la mobilité, la place de la voiture. Alors tout ça est revenu sur le devant de la scène pendant la crise du Covid. Vous avez évoqué la gratuité des transports en commun. Est-ce que c'est une solution, quel qu'en soit le coût? Alors moi, j'ai défendu la première fois en public de la MEL, et puis même d'une radio, j'ai dit, je crois que nous ne pouvons pas ne pas aller vers la gratuité des transports. Après ça, moi, j'aime pas les slogans. Donc, qu'est-ce qui est possible et pourquoi? Aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, nos transports sont complètement pleins. Et notamment parce que le doublement du métro que j'avais fait voter quand j'étais présidente a pris du retard vu les difficultés d'Alstom. Donc si on veut réaliser les choses et que ça marche, il faut le faire en 3 étapes. C'est ce que j'ai proposé et notre groupe d'ailleurs à la MEL a déposé d'ailleurs des propositions pour que la première étape, c'est-à-dire dès cette année, on puisse rendre gratuit pour les enfants, les jeunes, les étudiants, les apprentis, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui sont dans les catégories qui ont les revenus les moins élevés. Deuxième étape l'année prochaine, troisième étape, gratuité totale. À ce moment-là, on aura le doublement du métro. Et c'est 130 millions d'euros. C'est pas seulement un problème de coût pour moi, c'est ce problème des transports qui aujourd'hui ne sont pas capables d'avaler l'ensemble des personnes supplémentaires qui viendraient. Et parallèlement à cette mesure, un centre-ville complètement piéton, pour vous, c'est toujours pas quelque chose d'imaginable? Moi, je veux une voiture
voiture qui soit à usage limité, vertueux et partagé dans la ville. Donc c'est très beau de parler de la piétonisation de la Grand Place en expliquant qu'il y a trop de commerce, etc. Moi, contrairement à Stéphane Bally, je suis pour l'attractivité de la ville. Lui, il dit que c'est une mauvaise chose, et de la métropole. Moi, je veux une ville attractive, mais qui vit selon un nouveau modèle. Encore une fois, si on veut changer notre consommation, notre production, nos moyens de mobilité, il faut entraîner tout le monde et il faut de la vie. Parce qu'il n'y a pas de développement local s'il n'y a pas d'économie. Donc cette piétonisation de la Grand Place, comme nous l'avions prévu dans notre programme d'ailleurs, nous la faisons en ce moment le samedi pour que les gens puissent se balader. Parler plutôt de piétonisation ponctuelle. Ponctuelle, c'est ce qu'on dit dans notre programme. Je continue à penser que la piétonisation totale du cœur de ville entraînerait ce qu'on a vu dans beaucoup de villes françaises, comme à Oslo, où je suis allée pour présenter, puisque nous étions finalistes de la capitale verte européenne. Oslo, il n'y a plus d'habitants. Il n'y a plus d'habitants dans le cœur de ville depuis qu'il n'y a plus de voitures. Moi, j'ai tout fait pour que les habitants restent dans le cœur de ville. Parce que je ne veux pas d'une ville musée, un cœur musée, où on a les cinémas, les théâtres, les grands espaces culturels, les cafés, les restaurants, et le soir, ça se vide. J'ai fait revenir des commerces alimentaires pour que les gens puissent trouver, effectivement, et puis y vivre. Moi, je suis pour un cœur de ville qui ne soit pas musée, mais qui soit vivant. Pour cela, il faut que les gens puissent effectivement rentrer chez eux, et je ne vois pas très bien d'ailleurs aujourd'hui comment les choses pourraient s'améliorer. Alors ponctuellement, oui, organisé, mais une zone de rencontre qu'on a mis en place et qui marche très bien, avec la priorité donnée aux piétons, aux cyclistes et 20 km/h, ces zones de rencontre, on va les développer partout dans la ville, et notamment dans le centre, pour que la voiture s'apaise, pour qu'elle prenne moins de place. Vous avez vu aussi qu'on a supprimé des places de stationnement à chaque fois que c'était nécessaire, pour que les gens puissent passer correctement, pour qu'ils puissent, les piétons et les vélos, puissent avoir des espaces sécurisés et contigus pour pouvoir effectivement... Voilà. Il y a encore du travail. On a d'ailleurs, au-delà des 15 km qu'on a demandé à la MEL d'installer rapidement, on a le plan vélo qui se développe. Et d'ailleurs, une maison de mobilité qu'on va mettre en place avec la DAV, l'Association de développement du vélo, qui fait un excellent travail, pour essayer de convaincre les gens, effectivement, de prendre le vélo s'ils le peuvent. Tout le monde ne peut pas prendre un vélo. Et moi, je veux une ville pour tous, et pas seulement pour ceux qui vont bien et qui ont la chance de pouvoir être en cœur de ville avec un jardin et un vélo. Justement, Martine Aubry, vous parlez de jardin et un vélo. Important également de parler de l'environnement. Et c'est vrai qu'en termes d'espaces verts, il y a encore beaucoup de travail, Stéphanie. Oui, la part des espaces verts par habitant, c'est quelque chose qui a crispé un peu tout le monde, et en tout cas vos relations avec les Verts. Pourquoi ce retard? C'est pas le plus important. Voilà. Les Verts sont en charge des parcs et jardins depuis 2001. Donc s'il y avait eu d'autres propositions à faire, on le saurait. On le saurait. Il aurait fallu travailler pour ça. Comment mettre du vert dans une ville minérale? Parce qu'on y travaille maintenant depuis 2 ans, nous, parce que d'autres n'y travaillent pas. Donc, ce qui est prévu, c'est un grand cercle d'espace vert tout autour de la ville. Ça commence par les Bois Blancs d'ailleurs, qui vont avoir une grande promenade tout autour de la Dole. Et puis de la citadelle aussi, de la citadelle jusqu'à l'île Grand Palais, un grand espace. Ce que je disais, vous voyez tous les axes verts là, mais tout ça est travaillé. C'est-à-dire que moi, j'annonce pas des choses que je ne peux pas faire. C'est 90 hectares de nature supplémentaire, c'est 20 000 arbres supplémentaires. Ils sont prévus rue par rue. Je parlais de la rue de Solferino. Pas qu'en périphérie, là pour le coup. Là, en périphérie, les grandes places et rue par rue. Je vous ai donné l'exemple de la rue de Solferino. C'est d'ailleurs des habitants qui ont commencé. Rue Philippe Lebon, qui s'appelle maintenant la place Le Houblon, puisqu'ils ont planté du houblon. Ils l'ont végétalisé. Il faut changer la circulation d'ailleurs pour apaiser sur ça. Et les 3 autres places de la rue de Solferino et toute la rue de Solferino, je te donne cet exemple parce que c'est une des plus longues rues de la ville, eh bien nous avons une programmation paysagère sur toute la ville et les grandes places. J'ai parlé de la place du Général Leclerc, pareil, du Maréchal Leclerc, pareil. Donc tous ces axes-là, c'est travaillé. Et moi, je souhaite pouvoir tout engager avec la métropole, parce que la métropole, évidemment, réalise une partie de ces travaux. Et je voudrais le faire dès le départ. Ça serait une relance aussi économique. Et on rentrerait plus fortement encore dans la transition écologique, sans oublier la justice sociale, car moi, je lis les deux, bien évidemment. Martine Aubry, le temps passe vite, trop vite. Déjà, dernier thème que nous allons aborder, ô combien important, la sécurité et les Lillois. Tout à fait. La sécurité, les Lillois, Stéphanie Fasquelle, et on va commencer par la vidéosurveillance. Et oui,
c'est vrai que ce qui a sauté aux yeux dans votre programme, c'est un peu cette volonté, j'ai envie de dire, un peu décomplexée, de mettre des caméras dans des secteurs de l'hypercentre, les gares, Masséna, Solferino, les rues piétonnes, rue de Béthune. Voilà, alors vous allez dire que ce n'est pas du tout un revirement, que vous n'avez jamais été complètement opposé, mais pourquoi ces secteurs-là? En tout cas, là, on a un fait divers terrible, la place des Regnault. Oui, mais une place sur laquelle on discute avec l'État depuis plus de 2 ans, et encore cette semaine avec le directeur de la sécurité publique. Vous savez, moi, je vais vous dire franchement les choses. La sécurité, pour moi, c'est le problème numéro 1 aujourd'hui à Lille. Voilà. Je le dis comme je le pense, et notamment depuis le déconfinement, où beaucoup de gens sont arrivés du reste de la métropole. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une situation extrêmement délicate. Et encore une fois, j'en parle quotidiennement avec le directeur de la sécurité publique. Lutter contre la sécurité, ça nécessite ni amateurisme, ni démagogie. Voilà. Et donc, la vérité, c'est qu'il faut être extrêmement pragmatique. Comme sur beaucoup de sujets, comme pendant le confinement, vous savez, il a fallu rapidement prendre des décisions, être très pragmatique. Donc, vous avez être pragmatique sur les caméras de surveillance. D'abord, je rappelle qu'il y a 6647 caméras de surveillance à Lille, parce que, vu ce que j'entends, mais cette campagne est en pleine de mensonges, de contre-vérités, de fake news, il faut rappeler les faits. Moi, j'essaye de défendre ce à quoi je crois, je ne raconte pas d'histoire. Mais, bien évidemment, et notamment celles que nous avons installées, notamment avec l'habitat social dans les halls d'immeubles, oui. C'est évidemment pour essayer de suivre des trafics et avoir la preuve du trafic. Maintenant, ce que nous voulons, c'est de la vidéoprotection, là où on dissuade les gens de s'installer. Et là, sur l'espace public, pour le coup, on n'est plus dans un hall d'immeuble. Ah non, mais on est déjà sur l'espace public dans un certain nombre de lieux, notamment dans un certain nombre de jardins ou de rues. Mais l'espace public, c'était aussi les caméras de surveillance des commerces. Vous savez, on a arrêté un certain nombre de personnes parce qu'il y avait les caméras de surveillance des... Moi, je ne suis pas pour mettre des caméras partout, il y en a déjà. Je prends l'exemple de la rue de Béthune. Il y a 2 grandes enseignes qui sont parties. Qui ont fermé, oui. Et qui avaient des caméras de surveillance. Elles n'y sont plus. Eh bien, on va en mettre. Quand il y en avait, je ne vois pas pourquoi j'en aurais mis, alors qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, on pouvait effectivement utiliser ces caméras. Autour de la place de la gare, et la place des Regnault était vraiment... Là, l'ambiance s'est vraiment dégradée. Elle s'est dégradée depuis quand même 2-3 ans. Enfin, on en parle à chaque réunion avec le préfet, avec le directeur de la sécurité publique. Et d'ailleurs, on a un grand programme de réhabilitation de la place des Regnault que je concerterai si je suis encore là. Il a été accéléré par ce fait divers. Non, ça fait longtemps qu'on a prévu ce programme de rénovation. Est-ce qu'il y a des solutions? Parce que ça perdure, vous dites 2-3 ans et pourtant... oui, mais parce que tant que la police nationale ne ferme pas les établissements qui sont en fait des lieux de deal et qui vendent de l'alcool le soir, la nuit, y compris à des jeunes, tant que c'est un lieu de deal, tant qu'il y a de la prostitution dans certains hôtels, nous, là, on ne peut que le dire et demander qu'on ferme. Et c'est très difficile aujourd'hui de fermer des établissements. Nous en avons fait fermer quelques-uns qui ne respectent pas les règles. Et moi, c'est pas parce que je suis en campagne électorale que j'arrête et je vois que certains de mes concurrents vont soutenir des gens qui ne respectent pas les règles. Eh ben non. Moi, jusqu'au bout, je respecte les règles de la République. Et aujourd'hui, place des Regnault, je peux vous dire que l'établissement qui s'est... après cet accident, il avait un certain nombre de PV. On avait déjà demandé à sa fermeture, pour ne prendre que cet exemple. Alors là, je pense qu'il y a eu une réaction de la police nationale qui était intervenue avec nous la semaine dernière. De même que pendant le confinement, je n'ai cessé de demander, et ils l'ont fait à la police nationale, d'intervenir rue Jules Guesde, au métro d'Oisem, où là, on n'a pas seulement du deal, avec des arrivées de public qu'on ne connaissait pas, mais aussi du vol. Enfin, je le dis, c'est pas agréable de dire ça. Mais c'est l'image de la ville, c'est vrai qu'on est... Non, mais c'est les habitants qui ont peur. C'est les gens qui risquent de se voir prendre leur portable. Alors, c'est pas partout comme ça dans la ville, mais il y a quelques lieux comme ça que nous suivons particulièrement, et où là, par exemple, le programme est mis en place, comme on l'avait fait rue Gambetta, quand il y avait eu des commerçants avaient été volés, violemment pour certains, eh bien, on avait mis en place ce système police municipale, police nationale, qui a porté ses fruits. Nous faisons la même chose actuellement sur le métro d'Oisem, la rue Jules Guesde, la rue d'Antin, etc. Et j'ai encore signalé des squats de dealers récemment dans ce quartier. J'ose le dire. Justement, Martine Aubry, il faut être sur le terrain pour ça. Vous parlez de police nationale et police municipale, justement. On dit trop souvent la sécurité est seulement l'affaire de l'État, mais la police municipale, c'est vous. En termes de capacité, quelle est votre position? Certains aussi sont contre l'armement ou pour. Quelle est votre position sur cette police municipale? Ma position, vous savez, aujourd'hui, il y a eu le classement. Nous sommes un petit peu au-dessus de la moyenne sur le nombre de policiers municipaux par habitant dans les grandes villes. Bon. Mais je compte remettre 50 policiers municipaux dans le prochain mandat. De même qu'avoir un centre de police municipale où les habitants puissent venir plus spontanément que ce n'est le cas aujourd'hui, dans un bel espace qui est juste derrière la mairie et qui va permettre d'accueillir plus facilement les habitants qui n'osent pas aller parfois au commissariat central. Moi, je suis contre l'armement de la police municipale. L'important, c'est de la protéger. Alors, les gilets pare-balles, les caméras que nous avons mis en place piétons, les bâtons de défense, ça c'est bien.
la lutte contre les grands trafics de stupéfiants, le grand banditisme, c'est une priorité et c'est surtout une mission de la police nationale. Et donc là, il faut être armé dans des conditions qui respectent effectivement les règles républicaines. Je ne souhaite pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, la justice, la sécurité, l'éducation, c'est le rôle de l'État. Et si on commence à se dire que chacun peut, parce qu'il a beaucoup d'argent, nous sommes la ville en revenu fiscal la plus basse des 42 villes de plus de 100 000 habitants. On l'oublie parce qu'on fait beaucoup de choses, mais moi je ne l'oublie pas. Si, parce que la ville de Nice est plus riche que nous, elle peut mettre, et on a vu que ça ne servait pas d'ailleurs à empêcher les attentats, malheureusement, elle peut mettre de la caméra de surveillance partout, ce qui n'est pas mon avis, et de la police municipale, bon, très bien, mais tous les Français ont le droit à la sécurité. C'est une tâche régalienne de l'État, ils doivent mettre, et je continuerai à me battre, comme m'a dit un ministre, à l'harceler. Castaner a reconnu récemment que la ville était sous-dotée après une intervention que j'avais faite. Je continuerai à me battre pour qu'on ait plus de police nationale, en sachant qu'on travaille main dans la main avec elle et dans de très bonnes conditions. Martine Aubry, le temps passe trop vite, il nous reste encore une grosse minute. On va revenir bien sûr sur ce sondage IFOP pour la Voix du Nord. Oui, effectivement. Donc, vous êtes crédité de 39% d'intention de vote, 37% pour Stéphane Bally, juste derrière vous. Est-ce que vous avez une réaction, c'est effectivement très serré. C'est très serré. Je dirais franchement qu'on s'y attendait avec ce qu'on voit sur le terrain. Bon, moi, je reste sereine parce que j'ai confiance dans les Lillois et je vois le retour qu'ils me font. Ce que je ressens de manière très forte, et le sondage le dit d'ailleurs, c'est l'abstention. Oui, cette abstention qu'on espérait, moi, c'est pour ça que je pensais qu'il fallait refaire les deux tours, qu'on espérait se ralentir avec le virus qui peu à peu sorte, même s'il faut continuer à être prudent, eh bien, elle est encore là, et elle est très fortement là, et notamment dans les quartiers populaires, où tout ce qui se passe en Chine, etc. Par ailleurs, il y a les personnes qui ont peur d'y aller, moi je le comprends, hein, les personnes âgées, les personnes fragiles, et pour cela, il faut que les procurations que met en place l'État puissent effectivement se mettre en place. Moi, je dis, je suis effectivement sereine, parce que d'abord, les Lillois me font un retour dans tous les quartiers, même s'il y a ce problème d'abstention énorme, qui m'inquiète. Pour le reste, ils me disent, nous voulons du progrès social. Nous étions les seuls à parler d'emploi avant le premier tour, et de santé. Et ça reste nos deux priorités en termes de justice sociale, avec l'éducation qui l'est déjà. Et nous voulons de la transition écologique. Très bien. Pour nous, il n'y aura pas de transition écologique sans progrès social. Et je ne lâcherai jamais les quartiers pour ne m'occuper que de ceux qui vont bien. Écoutez, merci beaucoup Martine Aubry. Je vous souhaite une très bonne campagne. Merci beaucoup aussi à Stéphanie Fasquelle. Je rappelle que vous êtes la chef de la rédaction de la locale de Lille pour La Voix du Nord. Merci encore. Merci.